Merci Marjorie. Donc merci aussi de faire l'éloge de l'Union européenne avant que j'aborde le sujet. Ça va me faciliter la tâche, puis surtout ça va me permettre de, comme je serai peut-être un peu plus mesuré, on va trouver un équilibre au sein du panel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et même si ce n'est pas énoncé comme ça, je pense qu'il faut veiller impérativement à ne pas commencer à imaginer que la guerre d'Ukraine est l'alpha ou l'alpha et l'oméga de l'autonomie stratégique européenne. C'est un peu comme si on avait dit en 2016, à l'occasion du Brexit, ça y est, enfin on peut faire quelque chose en Europe. Non, pour moi c'est un épisode parmi d'autres et un épisode qui met un certain nombre de choses en évidence. Et donc si jamais je bafouille, si je vais un peu trop vite, sachez que mon propos en fait repose juste sur trois idées. La première, c'est que le sujet de l'autonomie stratégique européenne, c'est déjà un sujet ancien. Mais alors c'est ancien, y compris dans le domaine sécurité et défense, même si en fait c'est un sujet qui est finalement assez naturel dans tous les autres domaines de l'Union européenne, sauf dans le domaine sécurité et défense qui était tabou pendant très longtemps. Deuxième idée, c'est que les progrès ont été considérables ces dernières années. Les axes de travail, les axes de progrès avaient été bien identifiés, ont été confirmés finalement à l'occasion de la guerre actuelle. Et la dynamique a été surtout impulsée par la Commission européenne en place. Or, je vous rappelle que les commissions ont un mandat relativement court et qu'on approche maintenant assez vite de la fin du mandat. Et enfin, troisième idée, l'Union européenne, au résultat, reste une fois de plus à la croisée des chemins. Je pense qu'elle est prise de court par une accélération du tempo. C'est plein de bonnes idées, mais accélération du tempo d'une part, et d'autre part, et ça a été évoqué, par une alliance atlantique qui est extrêmement présente dans le paysage et surtout dans l'esprit des États membres de l'Union européenne. Le sujet est ancien, donc on remonte au moins à 1988, bien sûr, mais également toutes les déclarations européennes depuis. Mais toutes ces déclarations, quand on les reprend, insistent essentiellement sur les moyens à mettre en œuvre, sur la partie facile, y compris la tribune de Josep Borrell de 2020. On a tendance aussi à l'oublier, mais souvenez-vous, été 2021, le départ catastrophique d'Afghanistan et là la prise de conscience des Européens qu'il faut être capable de faire quelque chose. Donc ça, je pense que c'est un événement presque aussi important dans la prise de conscience de la Commission que ce qui s'est passé il y a un an. Et enfin, les travaux de la boussole stratégique, etc. Donc les fondamentaux n'ont pas changé dans le temps. À chaque fois, il s'agit d'une combinaison entre volonté politique, aptitude à décider et des capacités d'action. Et là seulement, on parle des moyens. Donc il faut, de prérequis, bien sûr, être capable de définir des ambitions, un périmètre de cette autonomie, et puis savoir s'approprier les outils. On l'a un tout petit peu évoqué, je reviendrai dessus, sur le 42.7, article 44 du traité de l'Union européenne. Donc l'Europe s'était essentiellement préoccupée des outils. Ça veut dire que l'on restait dans ce que j'appellerais volontairement une zone de confort, finalement, de travail. Parce qu'on pensait équipement, développement capacitaire, évolution des missions et des opérations, y compris tentative de définition d'une nouvelle chaîne de commandement, mais on a soigneusement évité, et quasiment jusqu'à présent, d'aborder la question du processus décisionnel. Et donc, vu de l'extérieur, il n'y a pas de crédibilité des Européens. Si vous n'êtes pas capable de décider rapidement, à l'unanimité, il n'y a pas de crédibilité des Européens en matière de gestion de crise sécuritaire ou dans l'emploi de la force armée. Et puis, malgré tout, même si les outils commençaient à se mettre en place, l'appropriation était difficile de ces outils. Alors qu'il y avait pourtant de l'expérience, le succès de quelques opérations, dont Atalante. Il existe des articles dans le traité de l'Union européenne qui permettent de faire des choses, mais on évite d'y toucher, alors même qu'un certain nombre de tabous étaient tombés, par exemple à l'occasion du livre blanc de Josep Borrell, de Jean-Claude Juncker, en mars 2017, qui vaut la peine d'être lu, sur les évolutions possibles de l'Union européenne. Donc, en quelque sorte, peur de l'appropriation des outils, ce qui est quand même assez sidérant. Alors je dis ça pour l'Union européenne, mais finalement, dans l'OTAN, c'est exactement pareil. Le NATO is branded de 2019, c'est bien sur le processus décisionnel. Et le fait que l'OTAN, finalement, depuis le tout début des années 2000, tournait autour d'un engagement en Afghanistan d'une part, mais surtout d'une priorité donnée à la mise en œuvre du concept de la doctrine d'approche globale. Donc en fait, les deux organisations étaient bien à égalité. Et quand on dit deux organisations, bah, c'était pendant ces 22 puis 21 membres communs dans les deux. Donc pourquoi faire des efforts ? Ce qui s'est passé depuis le 24 février, en fait, c'est vraiment, je surveille du coin de l'œil la montre, c'est vraiment une approche qui a permis de remettre un peu d'ordre dans tous les travaux
et de donner une impulsion politique de façon à les accélérer. Mais en même temps, ça a mis en évidence les limites du travail dans le domaine capacitaire et peut-être la capacité à 27 de se lancer ou non dans une sorte d'économie de guerre, à la fois d'être capable de produire plus vite et d'être capable de durer. Voilà les deux questions de fond qui doivent participer également au sujet d'autonomie. Ça a soulevé également la question du renseignement. Qu'est-ce que c'est que le renseignement pour pouvoir décider, que ce soit à 27 ou à 30 ? En allant un tout petit peu plus vite, on peut considérer en fait qu'il y a deux mouvements actuellement. Il y a un mouvement, ou plutôt un constat de très court terme, qui est en fait nous sommes complètement dépendants du reste du monde dans le domaine défense et sécurité, et en particulier des Américains, et un mouvement de long terme initié par tous les travaux depuis, on va dire, 2016, et surtout la commission actuelle, qui permet probablement d'envisager quelque chose de mieux dans le long terme. Ce qu'il faut espérer, c'est que ces deux courbes, en quelque sorte, se croisent. Et j'avais évoqué le rôle de la Commission et de son programme ambitieux. Je rappelle que c'est une Commission européenne géopolitique. Encore une fois, je pense à la fin du mandat, et les initiatives lancées vont-elles durer au-delà de 2024 ? Donc cette autonomie stratégique, elle arrivera certainement un jour, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas nécessairement une communauté de destin au sein du camp transatlantique. Donc nous devons impérativement continuer à œuvrer à cette autonomie stratégique dans le domaine de la défense et de la sécurité, comme on a été capable de le faire dans les autres domaines. Mais ça suppose aussi qu'un certain nombre d'Européens clés réussissent à être partis au règlement des conflits en cours ou à venir, et que nous réussissions collectivement à mettre fin à la marginalisation rampante des Européens, qui est actuellement en cours quand on parle de la résolution des conflits en Syrie, Libye, au Karabakh, mais même l'Ukraine. Et il n'y a aucun rôle pour les Européens, aucun intérêt à parler architecture de sécurité, une nouvelle architecture de sécurité, si nous ne savons pas décider ensemble et si nous n'avons pas le libre usage de nos outils. Et si je devais parler un tout petit peu de l'OTAN pour clôturer, eh bien, ce que l'année écoulée nous rappelle, si nécessaire, c'est que l'Alliance Atlantique est omniprésente dans l'esprit de tous les acteurs de l'autonomie stratégique européenne, y compris dans la tête de la Commission. L'OTAN, c'est la zone de confort, c'est facile, c'est très bien, qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est très bien, mais ça reste quand même une zone de confort. C'est la réponse facile à la problématique de la défense collective ou de l'engagement militaire, alors même que, ça a été rappelé, c'est une alliance défensive, et donc tout le reste est encore à faire. Et ça pose, l'environnement OTAN pose des questions dans le domaine capacitaire, parce qu'effectivement, on a parlé de la facilité européenne de paix, de la capacité, de l'incitation à acheter aussi très vite et à renouveler les stocks chez les uns et les autres. Mais si ça doit se traduire par des achats de matériel que nous ne pourrons pas ensuite collectivement utiliser quand et où nous le voulons, au résultat, tous ces efforts de la Commission auront finalement réduit la marge de manœuvre et l'autonomie de l'Union européenne. Voilà. Enfin, dernier point sur le plan politique, ou même pour nous, intellectuellement, dans une discussion, le piège pour nous, Européens, est de tenter de nous distinguer à tout prix de ce que fait l'Alliance Atlantique, alors qu'en fait, ils se nourrissent mutuellement. Je vous remercie.